Je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans et je suis porteur, d'autisme. Je suis autiste, léger sans déficience intellectuelle. J'ai un frère et une sœur. Mon frère est autiste sévère. Je vis également avec ma mère. Notre père est parti, fin 2009. De mon côté, je suis scolarisé au lycée Saint-Saint-Paul à Los. Je suis suivi en parallèle par un dispositif Ulysse TSA. 1 an et demi, donc le pédiatre, c'est un pédiatre avec qui je travaille, hein, il me dit: «Écoute, tu penses» je pensais soit à de la surdité, soit à de l'autisme et donc on a fait les tests auditifs qui étaient normaux. Donc là, j'ai pu avoir assez rapidement un rendez-vous au centre ressources autisme pour, faire des bilans. Et quand j'ai décrit les comportements de Mathieu, ils m'ont dit: «C'est probablement, alors à l'époque, ils ne voulaient pas poser de diagnostic de suite. À l'époque, c'était en 2008 les bilans. Ils posaient des diagnostics vers 6-7 ans, ce qui est tard. Mathieu, donc un diagnostic posé très tôt. En quelques mots, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, quelques mois plus tard, j'ai été, suivi par, le César Moulin-Aïd en octobre 2009. Donc, ça a radicalement changé ma vie. J'ai commencé à y aller plusieurs fois par mois avec ma mère pour, pour être suivi par, psychologue, des enseignants, une enseignante spécialisée à ce moment-là, il me semble. L'orthophonie, c'était bien plus tard, je pense, mais il y a eu des interventions à domicile également. Quand on sait, on sait comment faire et on peut accompagner les parents. Et d'abord, c'est un soulagement pour les parents d'avoir un diagnostic. Parce que à partir de ce moment-là, ils savent, ils vont s'entourer des bonnes personnes, ils vont s'entourer des bons services, comme ceux qu'on développe ici à la FEJ, de personnes expertes. Et ces professionnels experts vont travailler aussi avec les familles, main dans la main, en collaboration. L'autisme, on est beaucoup à en parler, on est beaucoup à savoir ce que c'est et parfois à croire qu'on sait ce que c'est. Pendant des décennies, l'autisme fut interprété de manière erronée, parfois douloureuse, attribué à des causes psychologiques ou éducatives. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'un véritable changement de regard s'opère, celui du passage d'une approche culpabilisante à une reconnaissance neurodéveloppementale, scientifique et surtout humaine. Alors, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Il touche principalement les garçons. C'est un spectre, donc il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs types. Chaque personne autiste est différente. Vous n'allez pas retrouver deux personnes autistes identiques sur Terre, c'est impossible. Le spectre de l'autisme aujourd'hui, c'est une prévalence de 1 pour 100. On prend 100 personnes, il y a à peu près une personne qui est porteur de ce trouble. Dis-moi, quand tu étais jeune, hein, tu te souviens? Un tout petit peu. Et est-ce que tu pourrais me décrire tes troubles? Alors, si je me souviens bien, j'avais beaucoup de crises du comportement. J'arrivais pas à gérer mes émotions aussi facilement que maintenant. Je pouvais être violent physiquement, crier, m'agiter. J'étais totalement instable. Je sais que je pouvais courir je pouvais courir longtemps toute la journée. J'aimais courir, j'aimais marcher tout le temps. Je restais pas souvent assis. Je marchais aussi sur la pointe des pieds également. C'était particulier avec tes Oui. retrouvés chez toi. Et aussi, j'avais une hypersensibilité au bruit qui était beaucoup plus importante à l'époque. Je me souviens, tu portais des couchons d'oreilles en certaines situations. Oui, à l'école primaire, je m'en rappelle, oui. Tu avais aussi un gros trouble alimentaire. Tout à fait. Il y a des aliments que j'arrivais pas à manger, en fait. Enfin, il y a certains aliments qui me dégoûtaient, en fait, par exemple les légumes. Je sais pas si c'est leur forme ou le goût ou bien l'aspect dans la bouche, pardon. En tout cas, je sais pas, j'avais beaucoup de difficultés au niveau, j'ai beaucoup de troubles alimentaires
à cette époque. Et je saurais pas t'expliquer pourquoi, enfin vous expliquer pourquoi. En tout cas, tout à l'heure, tu as bien mangé, tu as mangé un peu de tout, hein. Non, oui, bien sûr, là, non, mais c'est un des années qu'il n'y a plus de problème. Oui, j'étais à la limite de la déficience intellectuelle lorsque mon diagnostic a été posé à l'âge de 4 ans. Ça a été le cas pendant une bonne partie de l'enfance. En fait, j'ai commencé à évoluer vraiment vers l'adolescence, on va dire, milieu de l'adolescence, même préadolescence. Ça a commencé plutôt vers la préadolescence. Et aujourd'hui, j'ai surtout une grande fatigabilité, c'est-à-dire lorsque je dois rester concentré pendant plusieurs heures, notamment en cours, je peux vite fatiguer. Pareil, quand si je devais travailler quand je dois travailler le soir, je fatigue beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda, on va dire. J'ai aussi du mal encore à gérer mon stress. Bon, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux comparé à ma fatigabilité. Et puis, la confiance en moi. Bon, ça commence à aller de mieux en mieux, mais en tout cas au début de seconde, première, c'était encore difficile. Ce qui est important dans l'autisme, c'est déjà que les personnes et la famille sachent que la personne a un autisme. Quand on ne sait pas, c'est angoissant. Quand on sait, quand il y a un diagnostic, on sait comment faire. Et il y a des accompagnements qui sont spécifiques pour les personnes avec autisme. Il s'agit pour nous, en tout cas professionnels, de les transmettre aux parents et aussi de les appliquer auprès du jeune dans tous les environnements de vie. Donc quand on prend en charge une personne avec autisme, on intervient dans tous les environnements, que ce soit à l'école, que ce soit à la famille, que ce soit le club de loisirs ou le club de sport, c'est la clé de la réussite. Et la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut différentes professions autour de l'autisme, il faut intervenir sur l'éducatif, sur l'autonomie, mais aussi sur la sensorialité, aussi sur l'aménagement de l'environnement. La particularité principale de la personne avec autisme, c'est qu'elle a une logique de pensée qui est différente des autres. Et donc son environnement est perçu différemment. Donc il faut qu'on puisse agir sur l'environnement pour permettre à la personne d'évoluer. Et quand on agit sur l'environnement, l'évolution, elle est tout à fait remarquable. Tu as toujours été scolarisé dans différents dispositifs, des dispositifs plus ou moins spécifiques, des dispositifs ordinaires. Et tu as connu beaucoup d'établissements et beaucoup de classes. En primaire, j'ai été scolarisé dans une école de quartier à Lycée-Adois. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais très isolé des autres. Je n'allais jamais vers les autres, sauf vers ma sœur qui était inscrite dans le même établissement. Elle arrivait à se faire des amis ou des copains et des copines. Ta sœur n'a pas de trouble du neurodéveloppement? Non, aucun handicap. Et du coup, j'étais souvent avec elle et ses amis. Mais sinon, quand on n'était pas là, je pouvais rester seul dans le coin. Je faisais le tour de la cour. J'étais très isolé des fois. Je pouvais rester pendant toute une récréation dans les toilettes, notamment quand c'était l'automne-hiver, quand j'avais froid. Je voulais m'isoler du bruit. Et je me souviens, je me lavais les mains avec de l'eau chaude pendant 10 minutes. Et j'étais tout le temps isolé, en fait, dans la clos. Enfin, je restais dans ma bulle, je pense. Je pense que je voulais dans mon coin. Je voulais que personne ne dérange. C'était un moment pour me ressourcer, en fait, pour évacuer la pression des heures de classe. Je pense que c'était plutôt des moments ressourçants. Je n'osais pas, en fait, aller vers les autres. Et je ne voulais pas. Je voulais... Et pourquoi tu voulais pas? En fait, je n'aimais pas sortir des sentiers battus, d'être en dehors de mes repères. Je voulais tout le temps rester avec ma sœur, avec des personnes que je connaissais. Et les cours, alors, ça se passait comment? Parce qu'à cette époque, à Lycée-Lannoy, je crois que tu étais en classe ordinaire. Oui, tout à fait. J'avais tout de même un accompagnement AVSI. Alors maintenant, c'est AESH, mais à l'époque, c'était AVSI. Et ces AVSI, dans toutes ces années, elles m'ont rassuré. C'est hier de vie à l'inclusion ou quelque chose comme ça? Un truc comme ça. Elle me rassurait quand j'étais angoissé. Elle prenait en note les cours. Elle reformulait les questions, toutes les subtilités, parce que j'ai du mal encore avec le premier et second degré. Et grosso modo, c'était ça.
L'école, ça a été aussi quelque chose qui était compliqué pour toi à ce moment-là? C'était en CM1, je crois. En CM1, oui, en septembre 2014, très exactement, j'étais tombé sur un professeur qui niait mon handicap. Il pensait que je faisais semblant d'être autiste pour avoir des aides et un accompagnement. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais une AVSI. Et du coup, j'ai subi un harcèlement. Je n'ai plus de souvenirs concrets, parce que mon cerveau a volontairement supprimé tous ces nouveaux souvenirs, je pense, pour se protéger en fait, par mesure de sécurité, on va dire. La bienveillance tout au long de l'accompagnement est primordiale, à tous les stades du développement, est essentielle. La personne avec autisme qu'on accompagnera, tout changera à partir du moment où l'équipe sera autour d'elle, bienveillante, et qu'elle fera en sorte aussi que l'environnement où il va évoluer sera bienveillant. Puisque c'était compliqué pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé d'établissement après les vacances de Pâques, il me semble, en 2015, avril 2015. Je ne saurais plus te dire les dates exactes, mais l'équipe du CZ a redirigé ma mère vers le RDV, car c'est un établissement avec un enseignement adapté. C'est l'école régionale pour déficients visuels à Los. Tu t'es retrouvé avec des déficients visuels. Tout à fait, oui. Rapport avec l'autisme. Pardon? C'est quoi le rapport avec l'autisme? Il y a un petit rapport. En fait, les classes sont à effectifs réduits, ce qui limite les stimuli, en fait, notamment sonores. Il y a moins de monde. Ça permet d'être plus épanoui en cours. L'équipe pédagogique est sensibilisée au handicap. Bon, là, en l'occurrence, c'était plutôt par rapport à la déficience visuelle, mais aussi à l'autisme. Il faut savoir qu'il y a une école primaire, un collège, un lycée professionnel. Et à l'époque, le RDV n'acceptait pas des personnes avec autisme dans l'école primaire. Ça s'est bien passé au début. Je me souviens, j'étais peut-être un peu perturbé au début, mais franchement, la transition s'est faite assez facilement. Je me souviens que j'ai refait ma CM1 parce que j'ai quitté l'école de quartier en cours d'année et il fallait recommencer à zéro l'année de CM1 parce que c'était une année traumatisante pour moi. Donc je suis reparti sur de nouvelles bases. Donc en septembre 2015, il y a 10 ans maintenant, j'étais dans une classe, on était 4 élèves. En fait, ils étaient eux-mêmes porteurs d'un handicap. Donc c'était quelque chose qui n'était pas nouveau pour moi. Par contre, ce qui était nouveau, c'est la déficience visuelle, parce que je n'avais jamais côtoyé de malvoyants, de non-voyants. Je me suis adapté à leurs particularités. En fait, j'étais agressif car j'arrivais pas à exprimer mes émotions, mes craintes, mes volontés. Donc c'était converti en force physique. En fait, j'avais besoin d'évacuer ces émotions par la force physique. Donc j'arrivais pas non plus à canaliser cette force physique, donc forcément, des fois, je pouvais donner des coups de poing à ma mère. Ça pouvait arriver durant mon enfance, ou même à mon ergothérapeute, au tout début en tout cas. Alors le RDV, ça a été, si je comprends bien, une période scolaire un peu extraordinaire, superbe, parce que voilà, tu as pris confiance en la scolarité, en toi, et tu étais dans un environnement bienveillant. Bien sûr. En fait, ce RDV, c'était littéralement un cocon. On était surprotégés, justement. C'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs. Je me suis senti compris. Comment dire? Écouté, entendu. Toute l'équipe pédagogique était bienveillante tout le long. Mais j'ai pu m'épanouir durant toutes ces années. Ça a été une période de transition entre l'établissement quartier et le lycée. J'ai choisi d'aller dans un autre lycée. Au départ, je pensais au lycée Baggio, mais quand j'ai fait les portes ouvertes, j'ai été perturbé par la taille du lycée. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, et le nombre d'élèves aussi. Et quand je suis allé à Saint-Saint-Paul, j'ai trouvé que le cadre était... le lieu était plus à taille humaine, on va dire. Le cadre était verdoyant, bienveillant. Alors, il y a un dispositif Ulysse TSA qui en fait est uniquement adapté exclusivement pour les autistes légers.
Et en fait, c'est un dispositif que je suis en parallèle. J'assiste aux cours normales en classe entière. Et durant les heures de trou, je peux aller directement en nuit si la salle est ouverte pour me ressourcer, pour faire mes devoirs, parler d'orientation s'il le faut, ou parler avec l'enseignante référente. Tu as pris du temps aussi pour ta scolarité. Tu as su prendre du temps. Aujourd'hui, tu as 20 ans et tu vas passer ton bac. C'est quel bac? Le bac général. Bac général. Enfin, bravo. Hein, je suis persuadé en tout cas que tu y accéderas. Parce que je crois que tu es un bosseur. Hein. Et ta maman le dit, tu bosses régulièrement tes cours et tu mets un point d'honneur en tout cas à y réussir et tu prends le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année-là, l'année de la terminale, c'était un choix volontaire de la faire en plusieurs années? Tout à fait, oui. En fait, vu que j'ai une grande fatigabilité, il y a une option qui m'a été proposée, cela a été de faire ma seconde en 1 an, la première et la terminale en 2 ans, pour avoir justement un emploi du temps aménagé, pour avoir des heures de cours en moins, des charges de travail moins importantes. Et cela a été vraiment bénéfique pour moi, notamment en première, c'est ce que j'ai constaté. Et la suite, ça va être quoi? J'envisage de faire un BTS en informatique, et peut-être aussi par la suite une licence professionnelle, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Je fais du judo depuis mes 6 ans, du vélo, de la musculation et occasionnellement de la course à pied. Ça t'amène quoi le sport? Du bien-être dans ma tête aussi, mais aussi au niveau de mon corps. C'est à double tranchant, enfin, je veux dire que ça amène que du bon dans tout mon corps. Et justement, le sport, ça m'a permis, depuis que j'ai perdu du poids, notamment il y a 2 ans, de gagner en confiance, gagner de la confiance en soi. Et ça m'a vraiment aidé, en fait, le sport. Tu as bénéficié d'un accompagnement avec un éducateur sportif du CESAD, justement, Oui. pendant très très longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a travaillé avec toi? Ben, je me souviens, il avait travaillé le vélo parce que justement, j'arrivais pas à me tenir en équilibre sur un vélo. Ensuite, il y a eu la coopération, enfin, je veux dire, il a organisé des olympiades entre tous les jeunes du CESAD à partir de 2013 et ça a continué quelques années après. Donc j'ai pu faire les sports collectifs, aller vers les autres. Ça m'a permis d'améliorer ma sociabilité. Et ensuite, plusieurs années après, il m'a fait découvrir la musculation, justement, septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu avant. Et également, il m'a apporté du bien-être tout le long. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour gérer mes émotions, j'essaie d'écouter de la musique, jouer de la guitare électrique, plutôt rock, metal ou même musique classique. La musique, ça procure des émotions, mais positives, justement. C'est pas du brouhaha continu, inutile. La musique, ça me fait ressentir des choses qui me font du bien, justement. Tout d'abord, je vais commencer par le milieu professionnel, on va dire. Ok. J'envisage de faire un BTS en informatique, peut-être le BTS Ciel. Alors c'est cybersécurité, informatique, réseau. Bon, je sais plus la fin en fait, mais c'est un acronyme qui veut dire quelque chose. Et ça s'oriente autour de la maintenance, autour des réseaux et de l'électronique. Et en fait, j'aimerais faire, durant mes 2 années DSI, j'ai pris conscience que la programmation, le développement, les langages de programmation, les algorithmes, c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi, car c'est trop abstrait, il faut être créatif, et je n'ai pas cette compétence-là. Je suis pas quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui est plutôt observateur. Aussi minutieux par ailleurs. Et en fait, j'ai besoin de quelque chose qui est concret, avoir un cadre précis. Et justement, dans la programmation, il faut écrire un code en partant de zéro, il n'y a pas de cadre. Donc en fait, je suis bloqué, je n'arrive pas à sortir quelque chose de mon chapeau. Donc j'aimerais justement peut-être partir vers les réseaux
ou les systèmes d'exploitation, peut-être même la maintenance ou la cybersécurité. Enfin, je suis pas sûr. En tout cas, le domaine de l'informatique est tellement vaste, qu'il y a de l'avenir et j'ai peut-être une idée de métier, ce serait administrateur réseau, mais c'est qu'une idée. Parce que je me dis, la gestion, la maintenance, l'entretien, c'est quelque chose qui me parle et ça pourrait être sympa à faire. Au niveau amical, j'ai connu quand même, je me suis fait quand même, 2 amis jusqu'à présent, porteurs d'autisme que j'ai connus au CESAD, dont un à l'ERDV et je me suis fait également des copains, des copines, à côté, porteurs d'autisme aussi, principalement et quelques autres personnes, à Saint-Vincent-de-Paul. Cependant, mon objectif, ce serait pour, moyen terme, d'ici les prochaines années, du moins j'aimerais en fait, d'ici les études supérieures, élargir mon réseau d'amis parce que ou de copains ou de copines, parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est important car cela nous apporte des expériences. Les liens, c'est également important, dans la vie de tous les jours. Parce que pendant des années, j'ai été toujours isolé, des autres et mon souhait, c'est vraiment de ne plus l'être, d'en finir avec ça, de vivre de bons moments, avec d'autres personnes et pas être toujours isolé parce que certains autistes le sont encore dans la vingtaine et ce n'est pas mon souhait, en fait. J'ai envie de garder des liens. Le problème, c'est que de mon côté, je suis toujours obligé de relancer mes contacts et personne ne me relance. Mais je fais toujours l'effort de le faire et au final, ça porte ses fruits quand même. Après, au niveau amoureux, alors j'ai toujours été, célibataire parce que je n'étais clairement pas prêt à l'époque. Maintenant, je le suis. Cependant, je privilégie toujours, le célibat parce qu'en fait, je pense que, être seul vaut mieux être seul, que mal accompagné et puis même je me dis que et puis je me dis aussi qu'en fait, faudrait, plutôt avoir des relations amicales, c'est plus stable dans le temps et voilà, je préfère partir sur ça pour le moment, mais après si je rencontre, une fille, bon, tant mieux, mais sinon ce n'est pas grave, c'est pas ma priorité pour le moment en tout cas. Ça viendra tout seul. Oui, ça viendra. C'est qu'une question de temps. Mon objectif, c'est de vivre une vie, heureuse, être dans la zone être dans une situation de bien-être au maximum et ne pas compliquer, enfin de rester dans cette situation, dans cette zone de confort en tout cas au maximum. Il a été accompagné jusqu'à l'âge de ses 20 ans. Voilà. Par une équipe pluridisciplinaire. Oui, ça l'a aidé dans toutes les étapes. C'est un jeune qui a évolué considérablement. Aujourd'hui, il se connaît, il a le mode d'emploi, il sait comment il fonctionne, et il se projette dans une vie amoureuse, dans une vie amicale, voilà, il a pas fini d'évoluer. En tout cas, Mathieu restera autiste, parce que quand on est avec un autisme, on meurt avec un autisme, je dirais, mais l'évolution, elle est tout au long de la vie. Mais c'est comparable à la nôtre, c'est-à-dire qu'on va évoluer tout au long de la vie, et en fait, les rencontres qu'on fera pourront peut-être à un moment donné changer le cours de la vie. Et Mathieu, ça a été une rencontre formidable pour les équipes qui l'ont suivi. Et je pense aussi que ça a été aussi une belle rencontre pour lui. Je suis fière qu'il soit devenu un jeune homme de mieux en mieux, enfin bien dans sa peau, de plus en plus, qu'il se sente épanoui bien souvent. Bon, il y a encore des moments où il doute, mais qu'il connaisse des moments de bonheur, qu'il envisage son avenir, que ce soit un jeune homme qui ait des valeurs. Je me dis, il y a des choses, je semais des graines et
il a eu une adolescence compliquée. Et là, aujourd'hui, quand je vois le jeune homme que c'est devenu, il va proposer son aide à des personnes. Il a peu connu sa grand-mère. Bon, là, c'est pas grave, il va l'aider, il va tondre la pelouse chez elle. Il est... enfin, c'est une belle personne. Je suis fière de lui, je suis fière de tous les efforts qu'il a fait pour avancer, pour évoluer. Alors, je sais pas comment elle a fait concrètement, mais je pense qu'elle a un mental assez solide. Parce qu'il faut avoir un mental assez solide pour encaisser le choc, pour tenir le coup pendant des années. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile, ce n'est toujours pas facile d'ailleurs. Mais il y a très peu de personnes et très peu de mères comme elle qui auraient été capables de faire tout ce qu'elle a pu faire. Et je lui en serai toujours reconnaissant. Parce que sans elle, je ne sais pas qu'est-ce que nous serions devenus, nous trois. Enfin, notamment mon frère et moi. Mais c'est grâce à elle si on en est là, en tout cas, si on est si nous pouvons évoluer. Sinon, on aurait pu régresser si elle n'avait pas été autant présente. Et voilà, je la remercie sincèrement pour tout ce qu'elle a pu faire pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un grand merci. Merci en tout cas de... Merci beaucoup.